Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Alors aujourd'hui, je vous retrouve accompagnée d'une de mes amies, donc Lucie. C'est moi. Donc Lucie qui est une de mes très proches amies et on habite ensemble à Istanbul en ce moment. On est confinés ensemble. L'amitié testée. Donc mon amie Lucie Azema que vous connaissez peut-être de Twitter. Elle est là, en direct, en chair et en os. Qui est journaliste et autrice, féministe, voyageuse, tout ça. Et va bientôt sortir un livre. Voilà. Au printemps. Est-ce qu'on a le droit de savoir le thème ou pas ? Oui, c'est un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire, mais je pense que c'est voilà, donc suivez bien les infos de Lucie sur son compte Twitter, du coup. Alors, aujourd'hui, on vous retrouve du coup pour parler d'un sujet qui est un de nos grands points communs. C'est ça. Qui est donc, je te laisse l'annoncer. Le voyage, en tant que femme, seule. Vous allez peut-être vous demander pourquoi on parle de ça tout simplement sur cette chaîne. Si vous voulez, les femmes voyageuses sont des êtres sociologiques, des individus sociologiques très intéressants, puisque c'est un être de transgression des normes sociales établies, qui vont donc s'affranchir du foyer, de l'emprise d'un père, d'un mari, etc. Et à travers l'histoire, il y a eu beaucoup de femmes voyageuses, mais au final... Qui ont été complètement invisibilisées, qui ont été jetées aux oubliettes. Et ou quand elles existaient, elles étaient très sexualisées ou comme des êtres bizarres, anormales, différentes des autres femmes en fait. C'est vrai que par exemple, là, si vous réfléchissez 2 secondes, est-ce que vous connaissez des grandes aventurières ? Généralement, les gens connaissent Alexandra Davinel ou Lola Maillard, mais c'est... Et encore, c'est pas la majorité quand même. Et en plus, c'est pas la majorité. Personnellement, j'ai appris l'existence d'Alexandra Davinel à cause de l'arrêt de tram à Paris. Ah oui, je savais même pas qu'il y avait un arrêt de tram à Paris, c'est incroyable. Ouais, dans le 20e, je crois, enfin vers là-bas. Pèlerinage, alors. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je la connaissais pas avant ça, quoi. Donc, comme quoi, la représentation, très important. Exactement. Et c'est vrai que la voyageuse, c'est pas une figure qu'on voit souvent. Sarah Marquis, tout ça, elle est beaucoup moins connue quand même, alors qu'elle est contemporaine en fait. C'est ça. Elle est beaucoup moins connue que des gens comme Sylvain Tesson, par exemple. Exactement. Qui sont publiés, qui sont reconnus en tant que voyageurs. Par exemple, les anthologies de voyage, tu n'as que des hommes qui sont présentés. Mais c'est vrai que dans les livres d'histoire, même tous les grands aventuriers, même de fiction, Indiana Jones et compagnie, bah, c'est vrai qu'il y a c'est toujours la figure virile et masculine du voyage. Ou alors hyper sexualisée à la Lara Croft un peu. Qui n'est pas vraiment non plus une voyageuse, mais bon. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on s'est dit que ça pourrait être intéressant parce que toutes les deux, on fait partie de ces femmes qui voyagent. Et on a toutes les deux en plus voyagé toutes seules. Et on a commencé ça assez jeune. C'est quand même un de nos plus gros points communs, je dirais, parce que c'est pas non plus fréquent de rencontrer des meufs qui voyagent toutes seules et tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que comme toutes les deux on a voyagé, on se retrouve sur plein de points, etc. Mais en fait, on s'est jamais raconté nos voyages. Ouais. C'est pour ça qu'on vous a proposé de poser des questions. Pour qu'on vous raconte un peu nos anecdotes et puis nos expériences tout simplement de femmes qui ont voyagé seules. J'arrive pas. Si, c'était nickel, t'inquiète. Du coup, on va prendre vos questions et y répondre. Alors avant ça, on se fait un petit thé. Alors, la première question. Alors, quel était votre premier voyage solo ? C'était quoi toi ? Moi, c'était en Égypte, à 19 ans. Ah, t'es partie. Toi, t'as fait genre... Premier voyage, l'Égypte. J'étais juste allée au Maroc avec ma mère quand j'avais 17 ans, mais en tout cas, j'avais jamais, ne serait-ce que pris l'avion toute seule, ce qui est déjà en fait énorme. Bah, c'est ça. Et toi, c'était quoi ? Moi, c'était pareil, j'avais 18 ans, enfin j'étais aussi assez jeune, et je suis partie au Canada. Et alors moi, par contre, c'était un peu particulier parce que j'avais eu une bourse de voyage. C'est les bourses Zelidja, ça existe encore si ça vous intéresse. Il faut avoir entre 16 et 20 ans. Et c'est des bourses pour un peu donner un petit peu d'argent à des jeunes pour qu'ils partent tout seuls. C'est vraiment le but de la bourse. On part tout seul avec un sujet d'étude. Tu vas faire un peu comme un reportage. Moi, mon sujet était sur le lien sport-immigration, en gros, au Canada. J'ai répondu à l'appel, tu vois, de la bourse que j'avais vu dans les couloirs de mon lycée. Et en fait, j'ai été prise. Et si on te donne quand même une somme d'argent, quand t'es jeune, voilà. Et puis, et là, tu te dis, mais en fait, je suis obligée, quoi. Et je sais pas. Non, mais sérieusement. En fait, annulé. Mais c'est ça. J'ai plus du tout. Parce que je me dis, je pense que j'aurais pas fait de moi-même quand même. Ça m'a un peu forcée. Ouais. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans l'avion et tout. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Après, c'est vrai que c'est stressant. Toi, t'es dans quel état quand t'es partie en Égypte ? Bah, moi, j'étais tellement. En fait, j'étais un peu inconsciente, je pense, donc j'étais pas stressée. Ouais, moi, j'avais un peu fait le choix de la sécurité. Je m'étais dit,
Le Canada, bon, alors, je parlais pas très bien anglais, clairement, mais voilà, il y a un truc rassurant de dire que. Est-ce que tu étais au Canada anglophone du coup? En fait, j'ai traversé le Canada. Ah oui. Oui, j'ai atterri à Montréal et je suis allée de Montréal jusqu'à Vancouver en bus, les amis. Figurez-vous. C'était très long, mais c'était génial parce que j'ai vu des paysages de fou. Enfin, clairement, le centre du Canada, c'est extraordinaire. C'est monotone, qu'on se le dise. Mais après, c'est vrai que les voyages lents en bus ou en train, c'est vrai que c'est là aussi que tu vois le paysage. Ouais, tu te rends plus compte de la distance, des paysages qui changent, du climat et tout. C'est quand t'as vraiment un départ sur le long terme. Mais c'est vrai que. Ouais, est-ce que t'es partie combien de temps en Égypte, hein? 1 mois. 1 mois, ouais. Moi, je suis partie 2 mois au Canada. Mais tu sais que c'est là que j'ai attrapé H1N1. C'était génial. Alors, deuxième question. À quel âge avez-vous voyagé solo pour la première fois? Vous l'avez dit. Moi, j'avais 18 ans. 19. Clairement, on était en mode on est majeur, on se barre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça en plus. Ouais. Et franchement, si vous êtes jeune, n'ayez pas peur. Faut pas se dire d'attendre et tout, je pense. Ouais, après, il est jamais trop tard. Mais c'est vrai que. Par contre, ça, c'est vrai. Je pense qu'on est jamais trop jeune tant qu'on est majeur. Alors, question suivante. Qu'est-ce que votre entourage a pensé de votre décision? Ah là là. Alors là, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout la même expérience, je pense. Les voyages touristiques ou comme ça, juste en backpack et tout, ça allait. Mais ce qui a vraiment posé problème pour moi, c'est quand j'ai voulu vraiment mettre toute ma vie dans le voyage, que j'ai commencé vraiment à vouloir faire un mode de vie en fait. Voilà, à vouloir changer de pays tout le temps, changer de boulot tout le temps, à vouloir écrire là-dessus. Ça a été hyper dur à accepter parce que c'est une vie très précaire pendant de nombreuses années. Alors que moi, quand j'ai annoncé que j'avais eu la bourse, etc., déjà, ils étaient super fiers. Par contre, alors là où je suis trop reconnaissante, c'est que je pense qu'ils ont été hyper stressés. Genre vraiment... Genre, t'as ta fille de 18 ans qui s'en va toute seule. Oui, voilà. non, mais c'est hyper stressant. Mais ils ont essayé de pas du tout me le transmettre. Du coup, la question suivante. Est-ce que vous ne voyagez que toute seule? Alors, disons, je pense que toutes les deux, majoritairement, on a voyagé toute seule. Ouais. Moi, j'ai fait les deux quand même. J'ai voyagé avec une pote fille. Ouais, moi, j'ai voyagé en couple, mais c'est vraiment pas ce que j'ai préféré. Je pense que tu peux adorer voyager toute seule, mais aussi aimer voyager avec des gens. Enfin... Je pense qu'en fait, c'est plus compliqué quand t'es tout le temps à voyager avec d'autres gens et que t'as jamais voyagé tout seul. Parce que tu deviens hyper dépendant des bons vouloirs des uns des autres, des gens qui voyagent en groupe, tu vois. Et vraiment, c'est là qu'on apprend, en fait, quand on est toute seule, on apprend vraiment à connaître une ville, en fait. Et il y a des endroits où j'ai voyagé, je me rappelle de rien parce que j'étais avec des gens ou que... Et au final, t'es dans tes histoires, dans tes conversations. Voilà, alors que quand t'es toute seule dans une ville, en fait, t'es obligée, à un moment donné, de vraiment réfléchir comment est fait la ville. Quelles sont les habitudes des gens, essayer de comprendre ce qui se passe. Et vraiment, c'est là en fait que tu plonges complètement. Et c'est là aussi que tu rencontres d'autres gens, quoi. C'est ça. Alors, la question d'après, t'es prête? J'ai peur avec ton soutien. C'est quoi le plus gros cliché sur les femmes voyageuses? Alors, attendez. Je pense qu'il y a un peu... recommencer. Ouais, c'est ça. Ce qui me vient en premier, moi, c'est le truc de la fille qui couche avec tout le monde. Ouais. Ça, c'est vraiment... Et je m'y attendais pas du tout. Soit ça, ou soit le côté petite chose fragile. En fait, il n'y a pas de juste milieu, en fait. C'est soit tu es un bibelot fragile, que tout le monde doit protéger, il va jamais te laisser... Les gens, quand ils voient qu'ils te demandent « mais t'es toute seule, t'as quel âge ?» et tout, puis tout de suite, ils veulent aider. Alors, ça peut être sympa, hein. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette volonté de surprotéger. Aussi, le gros cliché sur les femmes qui voyagent, c'est le côté courageuse. Ah ouais, genre moi c'est un cliché de penser que toutes les femmes voyageuses sont courageuses. Voilà, juste parce qu'en fait tu as eu l'audace d'être seule dans l'espace public et de dépendre de personne en fait. Je dévore les livres de voyage féminins, écrits par des femmes et je les dévore justement parce qu'il y en a qui ont des destins vraiment hors normes et c'est incroyable de lire ça. Mais la plupart des voyageuses, la voyageuse lambda, il y en a beaucoup. Elles sont aussi, au moins aussi courageuses que les hommes. C'est ça. On a juste eu le courage de faire le premier pas, de partir en voyage. Ça veut pas dire qu'on se sent invincible, qu'on est des surfemmes. Je pense que le courage, en fait, c'est par rapport justement aux injonctions sociales et aux clichés de la société que ça va te renvoyer. C'est plutôt ça, en fait. Moi, ça m'a demandé beaucoup plus de courage et d'énergie de devoir dire... Bah non, en fait, j'ai jamais eu de gros problèmes à l'étranger en tant que femme. C'est clair. Pas plus qu'à Paris, en fait. Soyons honnêtes. Mais ça, c'est vrai que c'est un énorme cliché de penser que parce qu'on est parti en voyage et tout, on a vécu des trucs horribles. D'ailleurs, vous nous avez posé plein de questions en mode c'était quoi votre pire frayeur,
vous avez pas eu trop peur, enfin, tout dans le vocabulaire de la peur et tout. C'est ça, c'est que, mais parce que c'est le cliché number one. Ouais, en fait, quand tu dis que tu voyages seul, c'est vraiment genre, mais t'as pas peur de te faire violer? Enfin, vraiment, c'est. Alors qu'en fait, juste on vit notre vie, mais dans un autre pays, en touriste, quoi. On n'a pas plus peur de se faire violer que quand on marche seul le soir à Paris, en fait. C'est clair. Et je dirais même que c'est souvent l'inverse. En fait, t'es plus en conscience de ce que tu fais, des choix que tu prends, enfin, des décisions que tu prends, des choix que tu fais, etc. quand t'es à l'étranger. Parce que justement, t'es un peu plus alerte, genre ouverte aux signaux extérieurs. Complètement. Alors que c'est vrai que dans ta propre culture, dans ton pays, t'as tendance à un peu plus te laisser impressionner, dépasser par une situation. Enfin, vous direz ce que j'en pensez, mais ouais. Et puis, c'est une question de sociabilisation, en fait. Enfin, vraiment, les filles, quand on est plus jeune, on est sociabilisé par la peur, en fait. Ouais. En sociologie, c'est un concept super utilisé. Ouais. C'est incroyable comment c'est ancré. Mais même nous, même encore maintenant. Mais bien sûr, je pense que c'est un truc qu'on peut pas s'en défaire. À partir du moment où on a été éduqués pendant des années avec tout cet appareil, à la fois dans l'éducation, au niveau de la famille, de l'école, des médias, à avoir peur, à se dire que la rue n'est pas à nous. Qu'on est en danger dès qu'on sort de notre maison, etc. Et en fait, d'une certaine manière, elle n'est pas vraiment à nous. Mais en fait, il faut justement se réapproprier ça, en fait. C'est ça. Et quand tu sors, tu dis, ok, je suis là, en fait. Alors que sinon, c'est un cercle vicieux. Si on arrête de sortir, si on arrête de voyager et tout. Et le voyage, le fait de sortir, et non pas dans sa rue, mais dans le monde, c'est un acte tellement radical qu'en fait, ça t'affranchit d'un coup de toutes ces pressions-là. Parce que t'es plus dans l'entre-deux, là, t'as déjà pris la décision, t'es trop loin pour la regretter. Et d'ailleurs, sur la question de la peur, la prochaine question, je crois qu'elle est un peu dans cette optique-là. Comment surmonter la peur d'être seule, en plus loin de chez soi, en tant que femme? Grande question. Alors, la peur d'être seule, c'est pas la peur de se faire agresser et tout. Là, on est sur la peur d'être seule. Donc, la solitude, en gros. La solitude. Ouais. Moi, je trouve que c'est un énorme avantage. C'est vrai, souvent, c'est quelque chose qui fait peur. Moi, j'avais peur, par exemple, de manger toute seule au resto. Mais je te jure, mais vraiment, je crois que c'est un peu un truc de la... Non, mais oui. C'est un peu un truc de la cantine de l'école, celui qui mange tout seul. Genre du coup, quand je suis partie au Canada, genre la meuf part sur un autre continent toute seule et tout, je vais prendre des bus de nuit, mais parce que j'avais peur. Mais sa phobie, c'est pas de prendre des bus de nuit, c'est de manger toute seule au restaurant. Et en plus, j'allais jamais au resto parce que j'avais pas de thunes, j'ai été une fois, mais du coup, j'avais économisé pour pouvoir aller au restaurant une fois. Et mais du coup, j'étais tellement refaite. J'allais dans un resto, j'avais un peu du confort aussi parce que je voyageais vraiment à la route. Je me souviens plus trop si j'avais internet ou quoi, mais en tout cas, j'avais pas de portable. Donc j'étais assise à table toute seule, sans occupation. Tu vois? Ouais, un truc qui n'existe plus en fait. Exactement. Ouais. Et vraiment, j'étais à 100% dans mes trop bonnes frites, la meuf du Nord qui parle. Toi, c'est quoi le truc qui te faisait... Enfin, est-ce qu'il y avait un élément un peu sur la peur d'être seule qui te... Non, en fait, le fait d'être seule, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours des solutions à tout. Moi, c'est vraiment un truc... Si je devais dire, les premières choses que j'ai appris en voyage, c'était ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas de stress. En fait, les petits trucs de la vie, ils sont toujours réglables, en fait. Enfin, vraiment, le seul truc grave, c'est de mourir. Mais je veux dire... Non, mais c'est... En fait, tu vas peut-être couper. Mais... Non, mais en fait, c'est vrai que ça te fait grave relativiser. Mais bien sûr. En fait, moi, par exemple, quand j'étais au Liban, j'ai claqué la porte de mon appartement et j'avais la clé à l'intérieur sur la porte. Donc, vous voyez le délire, en fait. Ouais, le truc trop relou. J'ai appelé un serrurier qui m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. Ah. Et donc, ils ont dû appeler un ouvrier qui a scié ma porte par le bas, qui a passé la main pour récupérer la clé. Et ensuite, ils sont revenus, ils ont démonté ma porte, ils ont remis une autre. Et tout ça pour dire qu'il y a toujours des solutions. C'est ça. Mais j'avais nulle part où dormir en fait. En fait je venais d'arriver en fait. Ah ouais, tu venais d'arriver. Bah, ça faisait genre un jour ou deux, tu vois. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est vrai. Non mais tu vois, la différence entre les gens qui ont peur d'être seuls ou pas, c'est... Tu vois, moi j'avais déjà voyagé toute seule. Et j'étais avec ma cousine qui, elle, avait pas encore vraiment voyagé toute seule et qui avait surtout voyagé dans des trucs un peu organisés à l'avance, tu vois. D'accord, ouais. Et on est arrivé à Rome. Donc Rome, c'est quand même... Enfin, c'est pas loin, c'est pas différent, oui, c'est de fou, quoi. Bref, elle avait eu en cadeau, en gros, une nuit d'hôtel à Rome pour 2 personnes. Et on avait pris, du coup, l'hôtel. Et nous, donc, on arrive, on va jusqu'à la station de RER indiquée. Et on capte qu'en fait, on est loin dans la banlieue. Genre, vraiment, ça commence à être vraiment loin. Et on sort de là et on se retrouve dans une espèce de parking avec que des toxicos partout et tout, tu vois. Genre, un peu flippant. Et rien. Genre une espèce d'autoroute et tout. Et là, je commençais à me dire, oh là 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 là, la galère, quoi. Et il était bien minuit et demi, même un peu plus que ça. Et ma cousine commençait à s'inquiéter.
Et dans ces moments-là, comme moi, j'ai déjà franchi ce stade d'être seule, de me débrouiller. Ouais. Bah tu vois, moi, j'ai pas peur d'aller voir les gens et tout. T'étais détente, tu savais que, on va trouver un truc. De toute façon, la situation est comme elle est, en fait, tu vois. Exactement. Du coup, que t'aies peur ou que t'aies pas peur, voilà. Et du coup, je suis allée taper la discute avec le gardien du parking. Alors, je parlais pas italien. Donc, je parlais pas italien, mais tu baragouines avec ce que tu connais d'espagnol. Enfin, bref, c'était pas terrible. Mais il a compris qu'on était tout seul, qu'on devait aller dans un endroit. Il a compris que c'était loin, que c'était compliqué. Et c'était la grève des taxis. Oui, et là, il y a un petit cumul quand même. C'est ça. Et ma cousine était quand même assez inquiète de l'ambiance et tout. Et au final, tu vois, t'as un moment où tu fais confiance au mec, puisque tu te dis, mais en fait, lui, ok, je lui fais confiance, quoi. Tu décides que... Exactement. Ouais. En fait, et là, du coup, t'étais pas seule, mais t'étais presque seule. Oui, parce que je la gérais, quoi. Voilà, ouais, c'était ça. tu nous regardes, la cousine de Marine, tu vas adorer ce passage. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est de mettre sa confiance dans les autres. Ouais. Ça, c'est vrai. Et c'est du lâcher prise de fou. Hein. Ouais. Et du coup, t'as pas peur d'être seule à partir du moment où tu te dis que tu vas pouvoir faire confiance à des gens aussi. Et tu vois, ce mec, on lui a fait confiance. Il nous a dit, je finis mon boulot dans 3 heures. Donc, on a poireauté 3 heures dans une cabine de parking à parler de football. C'était passionnant. Et en fait, il nous a déposés à l'hôtel avec sa voiture. Ouais, tu vois. Donc, clairement, il nous a sauvés. En fait, on n'est jamais seul en voyage. C'est ça qu'il faut se dire. Exactement. Je sais pas. Alors, tu vois, j'ai l'impression que t'es même plus seule quand tu voyages avec quelqu'un. Ouais. Que quand t'es toute seule. Parce que moins de gens viennent te parler, tu rencontres moins de gens. Et même toi, t'es plus ouverte à la rencontre quand t'es tout seul. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est que tu décides le moment où t'as envie d'être avec des gens. Exactement. Il y a des moments où t'as envie de rester toute seule. Alors, question suivante. Est-ce que vous êtes déjà sentie en insécurité ? Honnêtement, en fait, quand je dis ça, les gens ne croient pas. Mais honnêtement, toutes les anecdotes de peur que j'ai eues en voyage, c'était pas du tout lié au fait d'être une femme. Ah ouais ? Non, genre moi, ma plus grosse peur, c'est un encerclement de singes. Mais... Ok. Est-ce que c'était en Inde ? Non, mais en Inde, j'ai une histoire horrible avec des singes aussi. C'est vrai. Mais j'ai eu moins peur. Mais j'ai plein d'histoires horribles avec des singes. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur les... J'adore les singes. Genre vraiment, ça. Non, mais moi j'adore les singes, mais de loin en fait. C'est vrai qu'une fois j'ai eu peur d'un singe, mais sinon je trouve ça très fascinant. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Les meufs se perdent dans un documentaire animalier. Je vais dire, ils ont des grandes dents et tout. Non, mais c'est vrai que, en fait, au final, il n'y a pas tant de fois où, pareil, je me suis sentie en insécurité. Il y a une fois où j'ai vraiment flippé. C'était au Canada. Donc, tu vois, comme quoi, on pense qu'on voyage dans des pays safe. Ah ouais, parce que... Voilà. Mais en fait, au Canada, dans une auberge de jeunesse où j'étais, il y a un mec qui était assez... Enfin, tu sais, il devait avoir une 40aine d'années. Et clairement, il a commencé un peu à faire des avances. À ce stade, c'est même plus faire des avances. En gros, il a essayé Quel bel euphémisme, des avances. Il a essayé de m'enfermer dans la chambre, voilà quoi. Et en fait, mais tu vois, c'est la première fois aussi où j'ai crié. Tu sais, pour alerter des gens. Parce qu'il y a aussi ce truc où on est, tu sais, toujours dans la socialisation par la peur et tout. Il y a quand même ce truc de se taire, de pas faire de bruit et tout. Et là, le moment où t'es toute seule, en fait, t'es beaucoup plus consciente du danger, je trouve aussi, bizarrement. T'es pas exposée à tant de danger que ça, mais par contre, tu le comprends très vite. Alors, on a été baisser les stores. Le paysage a changé, mais... C'est ça. Donc, reprenons nos questions. Est-ce que vous avez regretté à un moment d'être partie sans un mec à vos côtés, en mode, si c'était à refaire seule, vous refuseriez ? Cette question, elle me fait rire parce que c'est vraiment un truc que je me suis jamais dit, genre. Ouais. Même plutôt le contraire, en fait. C'est ça. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Genre, quand tu vois la différence quand tu voyages seule ou quand tu voyages avec un homme, que ce soit ton partenaire ou pas, c'est qu'en fait, tu disparais. En fait, les gens ne parlent qu'à lui. Enfin, c'est incroyable. Surtout quand tu voyages dans des pays qui sont plus conservateurs, qui sont conservateurs, où il y a vraiment une société très sexiste, très patriarcale. En fait, tu disparais de la surface de la planète. C'est ça. Ils vont s'adresser qu'à lui. Ouais, c'est horrible. Limite, il y a des gens qui vont refuser de te parler. Puis même, il y a le côté aussi où t'es moins toi-même, t'es moins à l'aise. Tu rencontres beaucoup moins de gens. Enfin, vraiment, moi, toutes les rencontres incroyables que j'ai fait en voyage, c'était quand j'étais seule, en fait. La présence d'un homme, ça te change ton voyage. Ça change la perception que les gens ont de toi, en fait.
Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est pas le problème que le mec soit là, parce que ça peut être un mec super sympa, super disponible. Enfin, non, mais c'est vrai, tu vois. Mais le problème, c'est que ça reflète un truc sur toi. Ça rebondit. Tu deviens la compagne de quelqu'un. Parce que souvent, même quand c'est ton ami, en général, enfin, les gens pensent directement que t'es en couple. Et donc, du coup, tu deviens la compagne de cette personne. Donc, t'es une existence un peu négligeable. Enfin, voilà, c'est ça. T'en penses quoi, tu sais, il y a des voyageuses dans des pays un peu conservateurs et tout, qui mettent genre une alliance pour faire genre elles sont mariées. Ah oui, les fausses alliances. Alors moi, mais c'est personnel, je comprends vraiment en fait le raisonnement qui fait que t'en arrives à ça. On va dire que ça te simplifie la vie. Voilà. Clairement, je pense. Mais pour moi, c'est vraiment... Mais là, c'est presque du militantisme en fait, c'est que j'ai pris la décision de... Quand je dois refuser les avances de quelqu'un, d'un homme, d'un taxi, souvent c'est souvent ça. Je veux pas qu'en fait il pense que si je dis non, c'est juste parce que je suis déjà prise en fait. C'est juste, sinon, en fait, j'ai pas envie, c'est juste de respecter le. Tu veux pas accepter que je veux pas. Tu n'acceptes que si c'est parce que ça va entacher l'honneur d'un autre mec en gros. C'est ça, mais c'est vraiment ça en fait. C'est vrai qu'en voyage, après moi c'est un principe. Mais vraiment, je peux comprendre. Je comprends. Alors, il y a une question, c'était est-ce que la solitude vous a pesé? Bah, moi, pas du tout. Hein. Mais genre, jamais. Franchement, non. Ouais. Bah, en fait, on en parlait déjà un peu avant, mais l'avantage que quand tu voyages toute seule, c'est que si t'as envie d'être toute seule, t'es toute seule. Si t'as envie d'être avec des gens, bah, en fait, t'es grave décomplexée au bout d'un moment. Tu vas voir les gens, tu commences à... Enfin, en tout cas, moi. Oui, non. Je vais voir les gens, je commence à parler. Est-ce que vous faites un truc ce soir? Et hop, c'est bon, ça. En fait, les amitiés en voyage, tu vois, on pourrait presque faire une vidéo. Enfin, tu pourrais. Je m'incruste à vie dans la chaîne Sociologue. Sur les amitiés en voyage, c'est encore un monde à part, je trouve. C'est vrai. Les gens que tu rencontres en voyage, même les gens que tu sais que tu reverras jamais. Moi, je me souviens, par exemple, c'était à Jérusalem. Je me souviens, ça, c'est la plus belle rencontre de voyage que j'ai fait. C'était un couple. Ils étaient incroyables. Et en fait, c'était des Norvégiens. Et ils avaient fait le tour de tout le continent africain en moto. Mais ils avaient eu des histoires de fous. Je pourrais même pas tout raconter. Et j'ai même pas voulu prendre leur numéro ou quoi. C'était juste, j'avais envie de garder comme une rencontre de voyage, en fait. Vraiment, tu vois, la rencontre typique. J'avais pas spécialement envie de la voir. C'était vraiment ce soir-là. C'était génial de parler avec eux, en fait. Alors, la question suivante. Alors, on nous demande 5 petits tips indispensables pour réussir son voyage. Alors ça va être dur. Bon, j'en ai 5. Bah, moi, le premier truc qui me vient comme ça, c'est le truc de... Il faut s'informer, repérer, savoir un peu ce qu'on a envie de faire, vraiment d'essentiel. Il faut savoir un peu tes incontournables que tu as envie de faire, mais ne pas tout organiser. Enfin, il y a tellement de gens que tu vas croiser, qui vont te proposer des choses, qui vont faire dévier un peu la trajectoire que tu avais forcément un petit peu imaginée. Enfin, je crois que tu as fait un voyage en plus où tu étais un peu en mode... Ouais, en fait, non, c'était un moment dans ma vie où je m'étais fixé la règle, ce qui est un peu une règle stupide, enfin bon, mais je m'étais fixé en gros la règle de ne jamais dire non. Et en fait, c'est absurde en fait, parce que tu te mets dans des situations où tu te retrouves avec des gens que t'as pas forcément envie d'être. Enfin voilà, on en revient. D'ailleurs, ça pourrait être le deuxième tip, ça. C'est savoir dire non. Savoir dire non. Oser dire non, savoir dire non, parce qu'en fait, à partir du moment où t'es responsable que de toi et de ta personne, bah en fait, si tu te dis pas non, tu te retrouves dans des situations mais de galère. Et si c'est juste pour être poli, au bout d'un moment, à quel point tu te mets en danger pour être poli? Enfin, c'est quand même un truc de fou. Hein. C'est pas forcément le truc de la politesse, c'est aussi le côté philosophie en fait, genre c'est pas bien de dire non. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut savoir dire non. Et c'est marrant parce que tu vois, on va avoir l'image du voyage solo où tu te dis, il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui se disent, mais qu'est-ce que je vais faire en voyage? J'aurai rien à faire. Une fois que j'ai fait toutes les visites. Et en fait, après, je pense que ça dépend aussi des destinations, mais la plupart du temps, en fait, c'est dur de dire non et de pas se retrouver dans des plans. On te propose toujours genre, ah mais tu sais pas, en plus quand t'es toute seule, il y a quand même ce truc où c'est plus pratique pour les gens de t'emmener avec toi. Tu sais, il reste une place dans la voiture, il reste un lit dans le dortoir, enfin, tu vois, t'es toujours quand t'es deux, la 5e roue du car. C'est ça. Ça me rappelle l'Inde, ça. Mais oui. Pourquoi? Bah parce qu'en Inde, c'est hyper difficile d'être seule. Ouais. Les gens ont du mal et je pense que c'est vraiment, enfin c'est même pas, je pense que c'est très culturel, c'est le côté. En fait, c'est dur d'expliquer aux gens tout est parfait. J'ai eu ça aussi un peu en Iran, tu vois, c'est le côté non vraiment tout est parfait, vous êtes géniaux, mais juste là en fait, là maintenant j'ai envie d'être toute seule toute la journée. Et c'est dur à expliquer. Tu vois, pourtant en Inde, je voyageais avec une amie, mais il y avait déjà ce truc un peu de tout le temps vouloir être avec nous et même des étrangers qui étaient voyageurs, mais parce qu'ils ont l'impression qu'on vit un truc horrible. Ouais, exactement. Et du coup, ça veut dire que le deuxième tip, c'est savoir dire non. Alors, voilà. Donc, premier tip, se renseigner, mais pas tout planifier. Deuxième, savoir dire non. Et je pense aussi,
tu vois, genre suivre son instinct, quoi. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouf. Se faire confiance, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Genre, faire confiance, s'écouter. En fait, se prioriser aussi, tu vois. Genre, écouter son... En fait, c'est banal, mais c'est vraiment écouter son cœur, en fait. Et ensuite, qu'est-ce que... quoi d'autre Je dirais aussi que c'est pas parce que t'es toute seule que tu dois rester isolée, clairement. Et que du coup, il faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Par exemple, tu vois, quand j'étais au Japon, je sais pas toi quand tu étais, mais j'avais vachement de mal à me connecter avec les gens. Bah, déjà, moi, ça a été le pays le plus difficile pour ça. Ouais, au niveau linguistique, déjà, mon niveau de japonais était de 0. Et puis en plus, j'avais l'impression un peu de déranger les gens ou de leur. Enfin, je sais pas, je me sentais pas dans une relation où je pouvais être en mode hey, salut, bref. Et en fait, j'ai continué à essayer. Et je me suis retrouvée avec un coach surfeur qui m'a accueilli chez lui et tu vois, qui m'a fait rencontrer d'autres gens et tout. Et en fait, si je m'étais arrêtée à quelques échecs, si tu t'arrêtes à ça, mais en fait, au final, tu passes à côté de belles rencontres parce qu'il faut continuer d'essayer, de s'ouvrir, de connecter. Un autre conseil qu'on peut donner, c'est d'essayer d'apprendre des éléments de langage, enfin, de la langue en tout cas, du pays. Ouais. Même des expressions toutes faites, des expressions de politesse. Et vraiment, ça aide à... Souvent, même si on peut pas avoir une conversation... ça brise la glace. Ça brise la glace, ça dédramatise un truc chez les gens. C'est pas grand-chose, mais ça donne un côté humain. T'as aussi cette expérience de... Toi, tu parles bien turc et genre... Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça change toute la relation avec un pays de connaître la langue et d'y vivre en fait. C'est ça. Bien sûr, c'est pas possible d'apprendre la langue de tous les pays dans lesquels on veut aller, mais juste de s'intéresser en fait. Parce que en fait, c'est ça, ça montre que t'as fait l'effort de t'intéresser un minimum et je pense que ça touche les gens en fait de base quand t'arrives et que t'essayes, même si ça va pas très loin, tu finis par parler avec des gestes improbables. Et tu vois, pareil, à un moment, quand j'étais en Amérique latine, j'ai rencontré un gars qui voyageait partout avec un frisbee. Trop bien. En fait, ça lui permettait de créer des liens, genre. Mais c'est ça, parce qu'en fait, il avait tout le temps le frisbee dans son sac et genre il le sortait un peu tout le temps. Puis le frisbee, c'est super, enfin ça prend pas de place. Ouais. Et en fait, ça amuse un peu tout le monde, les enfants, les jeunes, les moins jeunes. Tu peux inventer un peu des règles et tout. Enfin, c'est trop bien. C'est vrai d'avoir des tips de connexion comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est le langage qui n'est pas par la parole, mais qui peut aider. Apprendre quelques mots. Utiliser tous les aspects du langage, la danse, le sport, le jeu, la musique. Si on joue un instrument, c'est génial. Alors du coup, nos 5 tips, si on résume, ne pas tout organiser, se laisser l'opportunité de changer sur place. Et donc se faire confiance, suivre son instinct. Suivre son instinct, ne pas avoir peur de dire non. Ne pas avoir peur de dire non. Ni d'aller vers les gens. Et apprendre quelques éléments. C'est ça, apprendre quelques éléments de langage. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi les meilleurs aspects du voyage solo ? Je pense le truc le plus marquant, je dirais, c'est un peu bateau, hein, mais la liberté. Ouais, non, vraiment. C'est même que ça, en fait. Enfin... Ouais, mais c'est limite vertigineux, tellement t'es rattaché à rien, en fait. Ouais. T'es libre, enfin, tous tes choix ne dépendent que de tes envies, de ce que tu veux à ce moment-là, enfin... Tu dépends que de toi, même si on a expliqué que des gens peuvent t'aider, c'est quand même toi qui prends la décision au final. Et c'est d'être libre et vraiment, surtout le fait quand on commence jeune et qu'on grandit un peu comme ça, qu'on mature un peu comme ça, ça fait vraiment grandir, ça fait vraiment changer. Je pense qu'on mesure pas à quel point, si, mais ça imprègne notre personnalité. Mais on serait pas les mêmes sans ça. Mais impossible. Impossible. Ça donne une autonomie, une indépendance, une confiance en chill. Un chill. Ah, mais c'est clair. Genre vraiment, après, rien ne peut t'atteindre. Enfin, pas rien ne peut t'atteindre, mais ça t'enlève quand tu réalises que les peurs sont construites. Que, en fait, t'es capable de te débrouiller toute seule. Que t'as pas besoin de quelqu'un avec toi. Mais ouais, c'est vraiment ça. Et puis le fait, vraiment, ça a une dimension encore plus incroyable pour une femme, en fait. Tout simplement. Ouais. En fait, c'est comme de réussir à trouver son intégrité et en même temps à tellement lâcher prise que... Tu vas me dire que si toi, ça te fait pareil, mais moi, ça m'a quand même aidé à déconstruire plein de trucs qui étaient dans l'éducation féminine, enfin l'éducation des femmes. Mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir évolué parallèlement, ma vie de voyage, ma passion pour l'aventure, tout ça, et mon intérêt pour le féminisme. Et il y a un moment donné où en fait les deux ont fait une collision, et là
C'était incroyable comme L'explosion. sensation, c'est de vraiment d'arriver à relier les deux. En fait, le grand aventurier dans l'imaginaire collectif, c'est le mec. C'est le baroudeur, viril, mal rasé. Et en fait, sur plein d'aspects, pour une femme, c'est encore plus une transgression en fait de voyager. Disons-le, mais la vraie aventure incroyable, vraiment le changement de vie, le grand coup de pied dans la société et tout, c'est le voyage des femmes en fait. Et en plus de transgresser, ça te permet de te construire autrement. Par exemple, je sais pas, toi, t'as un truc vraiment concret que t'as déconstruit grâce au voyage en termes d'éducation féminine que t'avais reçue? C'est vraiment la question de la peur. D'avoir déconstruit cette sociabilisation par la peur. Si j'ai un truc, alors c'est vraiment un exemple précis, on va dire. Premier voyage, je suis partie en sac à dos et je me suis dit, vas-y, c'est le moment ou jamais. De toute façon, personne te connaît là-bas, t'as rien à prouver à personne et je suis partie sans maquillage, du tout. Du tout. Après, c'est vrai que ça fait partie de la libération. C'est vrai que si tu veux vivre le truc de la libération jusqu'au bout... Ouais, c'est ça. Mais ouais, du coup, moi, ça m'a apporté ce truc de me détacher totalement du regard des autres. C'est vrai que le voyage, ça permet de se soustraire de ça. C'est ça. Ah là là, j'ai commencé à avoir un je m'en foutisme monumental avec le voyage. Mais c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, le chill et tout, c'est ça. Ouais. Mais je crois qu'on n'a plus de questions. Ah, c'est fini. J'ai l'impression que on a dit plein de trucs et en même temps qu'on a un peu enfoncé des portes ouvertes. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est bizarre. Mais on a raconté quelques-unes de nos anecdotes de voyage. Un peu marrantes et tout. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu en tout cas. Ouais, c'était juste vraiment notre expérience à toutes les deux. Voilà. Nos expériences personnelles et notre vision des choses Ouais. qui peuvent vraiment varier, je pense. Selon, c'est clair. Je pense que tu demandes dans toutes les meufs qui voyagent et tout, il y a tellement d'expériences différentes. Voilà. Et plein de problématiques que nous, on n'a pas rencontrées, que d'autres femmes peuvent rencontrer. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer un peu déjà les obstacles au voyage au féminin. Et que, en fait, ça vaut carrément le coup. Ouais, carrément. De tenter l'expérience. Et faut pas ne pas le faire parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. Ouais. Parce qu'on entend que pour une femme, c'est compliqué. Là, évidemment, on est tous un peu confinés. Bon, je sais pas comment vous c'est chez vous, mais nous, en tout cas, on est confinés. Donc, on espère aussi que cette vidéo, elle vous aura un peu fait voyager par les mots. Ouais. Et on espère que les voyages pourront reprendre. Ouais. Et il est jamais trop tard. Encore pour reprendre Alexandra Davinel, elle a renouvelé son passeport à 101 ans et elle est morte juste après, mais elle pensait continuer à voyager. Ouais. Et donc, qui que vous soyez, partez, ouvrez-vous. Et d'ailleurs, vous pouvez même voyager en France si jamais le Covid se calme. Dans tous les cas, on espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura plu. En tout cas, on s'est bien marré à la faire. Et suivez la chaîne Sociologos. Allez surtout suivre Lucie sur Twitter pour rien rater de la sortie de son livre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer le livre de Lucie. Clairement, non mais c'est vrai. Moi, je mettrai le Twitter et le Insta de Lucie en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. C'est comme ça qu'on fait sur YouTube, c'est ça. Et puis, c'était un plaisir de passer ce petit moment avec vous. Et puis, à très bientôt sur Sociologos. À bientôt.